bras longs et minces et souples, puis elle savonna bien son visage. Puis grâce à la spectaculaire souplesse qu'elle possédait, elle savonna bien son dos à l'aide de la paume de chaque main. Puis elle savonna bien son ventre, sans oublier l'ombilic. Puis elle reposa le savon sur le banc, sa précédente et exacte place. Et elle se laissa à nouveau couler intégralement dans l'eau du trou pour se rincer. Puis elle remonta sur le banc rocheux et elle se campa sur le banc rocheux. Puis elle savonna bien sa vulve et l'entrée de son vagin. Puis elle savonna bien ses fesses et l'arrêt des fesses, et de même l'anus. Puis elle savonna bien ses cuisses. Puis elle savonna bien ses mollets. Puis elle savonna bien ses pieds, et de même ses doigts de pied, et de même les espaces entre les doigts de pied. Et à cette fin, et parce que le banc rocheux avait été rendu glissant par l'eau savonneuse et que la station debout était devenue périlleuse, elle s'assit sur le banc rocheux afin d'élever alternativement un pied et le prendre entre ses mains pour bien le savonner, et elle savonna de même le dessous des ongles des pieds. Puis elle replongea dans le trou d'eau pour se rincer, puis elle alla s'asseoir en tailleur sur les galets de la berge, et elle démêla ses dreads avec les doigts d'une main qu'elle disposait en peine. Et durant son action, les muscles de ses épaules hautement décontractés roulèrent à leur point d'attache sur le squelette, et les tendons fuirent comme des cordes vivantes et pulpeuses, comme fluides, et aussi fluides parurent les tendons des abducteurs, très visibles dans l'impudique position en tailleur qu'elle allait adopter sur la plage déserte, et aussi fluides parurent les muscles à l'intérieur des cuisses, comme si les muscles sous leur gaine de peau avaient été anabolisés dans une chair liquide. Puis lorsque sa peau fut sèche et que ses cheveux furent un peu séchés et que ses dreads furent à peu près démêlés, elle examina les ongles de ses mains et décida de les ronger avec les dents. Et elle procéda vite pour chaque ongle et elle recracha chaque fois la rognure de l'ongle dans l'eau devant elle. Puis elle examina ses ongles de pied et avec une brindille fine et dure qu'elle trouva sur la berge, elle cura méticuleusement ses ongles de pied. Puis en s'aidant un peu à chaque fois des mains pour porter le pied à la bouche, elle rongea ses ongles de pied, elle cracha à nouveau les rognures dans l'eau, puis avec de la salive qu'elle bava sur la pulpe d'un de ses pouces, elle finit de bien nettoyer ses ongles de pied, puis elle resta longtemps assise en tailleur devant la rivière, à regarder couler la rivière. Alors, est-ce que quand vous écrivez en musique, ou est-ce que vous souhaitez, quand on vous lit, qu'on entende cette scansion et que vous cherchiez dans l'écriture cette scansion qui avance avec ces mots comme puis, est, etc. Alors, est-ce que j'écris en musique? Non, si on prend les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire je n'écoute pas de musique en écrivant. En revanche, oui, dans le meilleur des cas, j'aime bien essayer de trouver, moi j'appelle ça une vague interne, c'est un mouvement comme ça qui me porte. Déjà au niveau du premier jet, c'est-à-dire que ça c'est l'idéal, les choses viennent. Et puis, en effet, tout ce système scansif, en fait, crée un effet d'entraînement, mais déjà pour écrire. Et l'espoir, c'est que ça puisse le créer pour celui qui nous lit. Donc ça l'hypnotise, il réfléchit plus à ce qu'il dit. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Non, mais bon, donc l'idée c'est qu'il y a cette idée d'une musique, mais alors un rythme, si tu veux, une musique, c'est un grand mot, un rythme primitif, mais là, si tu veux, tu vois, on parlait de la Bible latine, les premiers latins, il paraîtrait que c'était ça, les poètes latins. C'était des chants, il n'y avait pas de rime, et puis ils récitaient, en fait, c'était des récitants. Et pour réciter, tu as besoin de bornes. En plus, ils récitaient de mémoire. Ça, c'est aussi vrai de ceux qui récitaient le Kalevala, tu sais, dans le Nord. Ils étaient obligés, semble-t-il, d'avoir des bornes comme ça pour pouvoir se souvenir de milliers de mots, enfin de milliers de phrases. Donc il y a quelque chose comme ça d'assez primitif, je pense, quand on écrit, ou quand j'écris. À ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais lu un gars qui s'appelle Marcel Jousse, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce gars, un espèce d'anthropologue, ancien jésuite, et qui décrivait ça, lui, ce qu'il appelait la geste palestinienne. Il disait que les premiers prêtres ou chamans, peut-être même palestiniens, je ne pense même pas qu'il parlait de la société hébraïque, peut-être même un peu avant, ou enfin autour, avait ces méthodes-là. Il devait se souvenir du récit et avait besoin de bornes, on peut dire ça comme ça, de points de repère pour pouvoir tout mémoriser.
Et moi, je suis toujours frappé que les jazzmen, quand ils se mettent à jouer, alors soit ils le font avec la voix, et ils ont des onomatopées, ou ils ont des... ou avec leur instrument. Et par moments, mais c'est aussi une façon peut-être de retomber dans le rythme, je sais pas, ou de se signaler aux autres. Moi, je suis pas musicien, alors je sais pas quelle est la fonction de ces trucs. Mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que ça leur permet de tenir comme ça la durée, en fait. Bon, voilà. Enfin, je dis tout ça sur un ton de spécialiste, hein, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais ce sont des choses qui, quand je les lis, elles m'interpellent, comme on dit. Pardon pour ce vieux terme. Éculé. Dans le dernier texte publié, Enfant Pluie, on retrouve, vous en parliez au début, cette passion des images, de l'image. Et ce qui est très intéressant et très fort dans le dernier, c'est qu'on peut à la fois avoir une lecture presque enfantine, finalement, du texte, au meilleur sens du terme, parce que des gens comme Michel Tournier trouvaient que leur meilleur texte, je ne sais pas si c'était de la fausse modestie, c'était les textes pour les enfants, pour leur faire comprendre l'histoire. Et à la fois, c'est toute une réflexion sur ce que c'est l'art et sur ce qu'est l'art au départ. Est-ce que c'est ce qui a donné naissance à ce texte-là, ou est-ce que c'est la volonté de collaborer aussi avec votre frère pour avoir aussi une alliance entre le texte et l'image? Parce que le texte est évidemment accompagné de très beaux dessins. Oui, alors pour l'enfance, de manière générale, pour répondre un peu de manière générale à ta question, moi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, écrire, c'est un jeu. D'ailleurs, je ne me considère pas comme écrivain. Bon, dès que j'ai l'occasion, je le dis, quand on me le laisse. Donc ce soir, on est à l'aise, donc je le dis. Dans le sens, que... Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que j'ai établi certains critères que je ne remplirai pas, mais ce n'est pas ça la question. Le fond du problème, c'est que je ne me sens pas écrivain. Je me sens surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, réalisateur, en fait. Réalisateur en mots. Alors, réalisateur, ça a été confisqué, le terme, par les réalisateurs de cinéma, mais au départ, un réalisateur, il n'est pas que de cinéma, hein. Il peut être peintre, musicien, sculpteur, photographe. Et moi, alors là, tu vois, c'est pas de la fausse modestie. J'ai la prétention d'être réalisateur en mots, de pouvoir faire naître du réel avec des mots. Et donc, en fait, en réalité, c'est une façon de tortiller du derrière pour dire on ne peut pas dire que je prétends être poète, parce que poète, c'est ça au départ. Le poète, c'est un fabricateur. Comme il disait Borges, il disait c'est un hacédor, à faire, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont hispanisants. Et en français, on dirait facteur, au sens premier du terme. Et en grec, bon, ça se disait poète. Moi, j'ai mis du temps à comprendre cette définition de la poésie. Je la lisais, tout ça, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, un poète, celui qui fait quelque chose? Mais tout le monde fait quelque chose. Et depuis que je publie, je crois comprendre. C'est-à-dire que tu rajoutes un objet au monde. Voilà. Donc, voilà. Alors, je dis que je ne suis pas écrivain, et j'ai la prétention d'être mieux qu'écrivain, si tu veux, d'une certaine façon, parce que je pense que c'est plus difficile d'être poète qu'écrivain. Bon. Et après, je dis que je joue, et quand je dis que je joue, et c'est assez lié, c'est-à-dire je pense que, enfin, moi ce que j'aime bien, c'est trouver ce que je crée. Voilà. Et puis je m'appuie sur des théories d'un pédopsie qui s'appelle Winnicott, mais je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça, mais il y a cette idée qu'on peut créer un objet donc, qui vient du monde interne, donc qui est subjectif, et que finalement on vit comme objectif donc, dans le monde externe. Et lui, Winnicott, il dit que le gamin, il fait ça très tôt, vers 2 ans, généralement pour pallier à la solitude et à la séparation d'avec ce qu'il appelle la mère, enfin, ce qui pourrait être le père. Enfin. Et lui, Winnicott, dit que les artistes, c'est ça qu'ils font. Il dit qu'ils ne cessent pas de faire ça, et il dit que ce jeu-là, ça peut remplir toute une vie. Il disait il faut complètement abandonner cette idée qu'il y a des régressions des artistes à des soi-disant stades anal, oral, génital. Il abandonnait complètement ces théories qu'on trouve, notamment dans la peinture, enfin ceux qui se targuent de faire de psychanalyse pour analyser. Et il disait que lui, c'est bon. Alors, il disait que l'artiste fait ça qu'il joue. Et moi, je me reconnais beaucoup dans cette définition. Et je joue, mais alors je joue comme un enfant, si tu veux, du coup. Hein? Et c'est pas du divertissement. Si tu regardes un gamin qui joue,
avec sa poupée, ses petits cow-boys en plastoc, ou je ne sais pas quoi d'autre, hein, tu remarqueras qu'il est très grave, très concentré, il a beaucoup de plaisir, mais il est dedans. Pour lui, c'est réel ce qu'il est en train de vivre. Il est en train de confectionner du réel. Bon, voilà. Et donc déjà, pour moi, l'écriture, c'est très lié à l'enfance. Voilà. Pour moi, c'est une activité enfantine. Après, pour Enfant Pluie, c'est de manière plus précise, pour te répondre de manière un peu plus précise et circonstanciée. C'est un projet, en effet, qui est né, en fait, après Liberté dans la montagne. C'est presque un peu conceptuel, dans le sens où c'est l'idée qui a précédé les images. J'ai eu envie de faire avec mon frangin, mon grand frère, enfin, qui a 2 ans de plus, un livre illustré pour les gamins. Mais vraiment un livre jeunesse. Et puis, comme tous les deux, gamins, on allait dans un coin de Dordogne, lui, il était assez intéressé par la préhistoire, l'archéologie. Et puis, lui, ce qu'il aimait bien, il allait dans les labours, il avait ses spots comme ça, et il essayait de trouver des flèches en silex taillées. Et il en trouvait, en tout cas, il m'a dit que c'en était, il nous a toujours fait croire que ça en était. Je pense que oui, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup, un peu partout dans les régions propices. Et moi, je chassais. J'étais un chasseur passionné, gamin. Donc, je chassais les merles, les grilles.